Utilisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et bonjour, bienvenue à tous sur Juste Milieu. Vous le savez, un visage que vous connaissez désormais sur Juste Milieu. J'ai la chance de recevoir à nouveau Romain Molina. Avant toute chose, cher Romain, comment vas-tu? Eh bien, Rémi, je te remercie pour l'invitation, encore une fois. Avec plaisir, que du plaisir. On avait déjà échangé, c'était en septembre dernier, tu étais au centre de ce scandale de la Fédération française de football. On va y revenir rapidement avant de parler de la nouvelle raison, les nouveaux livres en l'occurrence, pour lequel tu es avec nous aujourd'hui, nous présenter ce livre Yémen, les guerres des bonnes affaires, Al-Qaïda, Total et ONU, pillage organisé. C'est chez Exuvie Édition. Alors, on va en parler, tu vas nous présenter par le menu ce nouveau travail d'enquête qui nous éloigne des terrains verts pour aller là il y a toujours du vert, mais c'est plutôt celui du dollar, enfin, et autres sombres choses. Tu vas nous expliquer tout ça, mais pour faire le petit pont avec le précédent échange qu'on avait eu il y a quelques mois maintenant, est-ce que tu peux nous dire voilà, où on en est sur ce scandale que tu avais révélé, donc au niveau de la Fédération française de football, on le rappelle, violence, harcèlement sur mineurs qui touchaient des pontes de la Fédération française de football. Quelles sont un peu les nouvelles? Bon, on va dire que je vais te donner un exemple. J'ai sorti le mois dernier des faits similaires en République démocratique du Congo. Mhm. Il y a déjà 21 coachs de suspendus en République démocratique du Congo et tout l'appareil d'État qui a été activé. Soit le ministre des Sports qui a écrit à son homologue de la Justice, Madame Rose Mutombo, qui elle-même a signé le procureur général. En France, j'attends encore. D'accord. Au Gabon, j'avais fait pareil, il y a eu 6 personnes incarcérées à la prison centrale de Libreville, le procureur, tout ça. Je rappelle que pour des cas un peu similaires, notamment dans le patinage en France, là, il y a eu quelque chose. Là, on fait un audit, commencé par le ministère des Sports. Moi, j'ai même contacté le ministère de la Justice avec des éléments probants concernant une personne, on m'a même pas répondu. Donc, je désespère un peu. Néanmoins, je sais qu'après la Coupe du Monde, ils vont faire sauter quelques têtes de par cet audit-là, à la Fédé française. Donc, normalement, Noël Le Graët, c'est fini. La directrice générale, Florence Arnault, ce sera fini. Néanmoins, si on nettoie juste en apparence, ça ne changera pas ce système complètement sclérosé. Donc, si c'est juste pour faire ça, ça servira pas à grand chose et on va retourner au combat. Donc voilà, les nouvelles, elles sont pas énormes. Mais quand je compare aux autres pays, par contre, c'est flippant parce qu'on va pas dire que la RDC, spécialement réputée, pourrait avoir le meilleur système de justice au monde. Certes. Mais ça se bouge beaucoup plus. Donc dans le foot, on est clairement dans une république bananier. Dans le foot, je parle. Le reste, j'ai pas les compétences pour en parler. D'accord. Ouais, effectivement, c'est assez terrible. Je m'attendais pas, je t'avoue, à ce que tu aies des nouvelles voilà, sur des poursuites sérieuses. On a vu comment ça avait été Non, traité. ils vont quand notamment dans les même, médias. ils vont nettoyer un petit peu, mais si tu veux, voilà. Normalement, pourquoi il n'y a pas eu une commission d'enquête parlementaire? Pourquoi il y a un seul député qui en a parlé dans le média? Il n'y en a pas un qui a soulevé le sujet. Par contre, pour le char à voile, ils étaient tous là. Oui, et puis je n'ose imaginer. Voilà les priorités. Oui, clairement, je n'ose imaginer si la France remporte la Coupe du Monde en plus. Alors là, laisse tomber. On pourra l'enterrer vraiment séance tenante, cette affaire-là. Clairement. Mais c'est ça. C'est ça. Affaire à suivre. On verra en tout cas. Voilà, peut-être qu'on te recevra à nouveau s'il y a des rebondissements encore sur cette affaire à suivre. Ce sera toujours un plaisir, bien sûr. Mais aujourd'hui, la raison, voilà, on va s'éloigner un petit peu du football et peut-être même pas tant que ça. Tu vas nous dire parce que tu nous emmènes Bien du possible. côté du Yémen avec ton nouvel ouvrage coécrit avec Butaina Farok. J'espère que j'écorche pas son nom. Et tu as bien prononcé le prénom de Boutaïna, exactement, qui est yéméni. Je me suis entraîné. Donc ce nouvel ouvrage, énorme travail d'enquête, des centaines d'entretiens, des documents inédits que tu révèles et que vous révélez, que vous compilez dans cet ouvrage-là. Alors on va en parler ensemble. Voilà, on a tout le temps, c'est le plaisir. Voilà, on a tout le temps d'apprendre, de découvrir ton travail. Est-ce que tu peux, voilà, pour commencer, nous dire un petit peu quelle est à l'origine de cette initiative, pourquoi tu t'es intéressé au Yémen, comment ce livre est né dans ta tête et maintenant sur papier, enfin. Bon, déjà, c'est pas pour des raisons mercantiles. Hein. Vu comme les gens ont quelque chose à cirer de ce qui se passe au Yémen, alors que c'est quand même un drame humain terrible depuis maintenant plus de 7 ans que cette guerre existe. Bon, moi, j'avais eu la chance de faire Yémen-Arabie Saoudite en match de qualification à la Coupe d'Asie, à la Coupe du Monde, excuse-moi. On revient encore un peu au foot, parce que c'est quand même là d'où je viens. Et je le dis souvent, le foot est un carrefour politique, géopolitique, diplomatique, économique, criminel. Enfin, il y a plein d'intérêts qui convergent. On le voit que c'est en fait, et là on le voit pendant la Coupe du Monde, regardez le nombre de personnes que ça draine, et également le type de personnes. Tu rencontres de tout le monde. Et donc, c'était au Bahreïn, c'était délocalisé. J'avais fait Bahreïn-Irak et Yémen-Arabie Saoudite. J'étais en inside avec les Irakiens. C'était pour mon dernier livre, celui d'avant, Beautiful Game.
Et ben, je me suis introduit pendant 2 jours avec la sélection yéménite et je passais un excellent moment. Ensuite, j'étais avec la diaspora yéménite qui était au match, etc. Et bon, la couverture de mon dernier ouvrage, c'est un yéménite qui l'a fait, il s'appelle Mourad Soubaï, qui est un artiste, etc., qui pour moi un énorme talent d'ailleurs, qui maintenant est en France d'ailleurs, pour l'anecdote. Vraiment une personne très très bien. Et j'ai toujours été intéressé, on va dire, à ce qui se passe au Moyen-Orient. Bon, comme il se passe en Amérique latine, un peu de partout, je suis très curieux, c'est peut-être le fan de Tintin de la première heure qui parle. Et non, mais c'est vrai, depuis petit, je suis intéressé par ce qui se passe ici. Donc, j'ai toujours été bon en histoire, en jeu. Et je trouvais en fait ce conflit, cette guerre, vraiment, on en parlait peu et je trouve qu'on en parlait mal. Ce qui est un comble parce que tu as peut-être en France les meilleurs experts du Yémen dans le monde entier. Des Laurent Bonnefoy, des Franck Mermier, des François Burger et autres. Mais globalement, on en parlait très peu. On en parlait d'un angle sectaire. On te réduisait la guerre du Yémen. Oh oui, il y a du sunnite chiite. Et ensuite, un affrontement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Ce qui est pas faux sur le dernier, attention. Hein. Mais pas que. Et je trouvais que c'était toujours d'un seul point de vue. Donc en fait, je me suis dit, vu que j'avais déjà, bon, c'est mon 7e livre, et les derniers étaient déjà quand même, le foot me servait aussi pour parler de plein d'autres choses. Dans la Mano Negra, c'était comment la grande criminalité, même la grande mafia était venue dans le milieu du foot, avec tout le milieu offshore, les oligarques, des histoires de meurtre, d'espionnage. Le Beautiful Game, c'était vraiment à travers le monde, on voyait le pouvoir que le foot générait. Donc il y avait énormément d'histoires de guerre, de politique, tout ce que tu veux. C'était un peu quelque part la continuité. Mais je me suis dit, je vais en faire un complètement différent. Donc au début, j'ai enquêté seul. Et puis j'ai rencontré Boutaina, qui était en fait, qui à l'époque faisait traductrice pour Riyad Al-Dubaï, qui est un activiste yéménite. On a sympathisé, etc. Puis finalement, on l'a fait ensemble. Exceptionnel. Et donc, voilà la genèse, en fait. Et au début, j'avais pas d'idée préconçue. Puis je suis allé, je me suis dit, ok, on va voir si les méthodes que j'applique dans tous les autres domaines que j'ai fait, ça peut aussi marcher là-dessus. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que j'ai eu plus de facilité à remonter des pistes concernant le financement du terrorisme international que pour savoir où va l'argent dans les transferts dans le foot. Ce qui veut dire beaucoup sur mon sport chéri. Oui, effectivement, ça doit être riche en enseignements aussi pour toi à ce niveau-là. Et c'est vrai que voilà, le Yémen, pour commencer à entrer vraiment dans le vif du sujet, on en parle beaucoup pour la crise humanitaire qu'il y a là-bas, le rôle d'Al-Qaïda qui a peut-être l'une de ses dernières bases avancées, on va dire, vraiment installées au Yémen. Et il y a, comme souvent, malheureusement, dans ces pays-là, des enjeux géostratégiques, des luttes contre le terrorisme. Alors, on sait contre ou pour, ça faut voir. Faut voir, tu vas nous en parler de tout ça. Et on a en fait une toile d'araignée assez sordide, assez terrible, jusqu'à des malversations d'agences de l'ONU. Enfin, cette toile que tu révèles dans ton livre. Est-ce que tu peux, voilà, pour qu'on remonte un peu chronologiquement, parce que cette guerre civile qui fait rage depuis 2014 environ, aujourd'hui, quel est le théâtre en fait qui se dessine? Comment et pourquoi cette guerre civile se produit? Et quels sont les enjeux qui malheureusement aujourd'hui se jouent aux dépens de la vie des citoyens yéménites? On en a pour un moment si on fait toute la jeunesse, parce qu'elle est longue. En fait, il faut remonter avant. Je vais te dire deux enjeux principaux. Le Yémen a été vu, notamment depuis le 11 septembre, comme un partenaire dans la lutte contre le terrorisme. Des mille et une merveilles que ce pays avait à offrir, qui est l'une des plus vieilles civilisations au monde, avec une architecture exceptionnelle, voire les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme Shibam ou la vieille ville de Sanaa, la capitale. Shibam, c'est un peu le Manhattan du désert et tout le reste, avec toute sa culture. Vraiment, le Yémen, c'est un pays d'une richesse culturelle, sociologique, linguistique, religieuse exceptionnelle. Et de tous ces mille et un trésors, l'ancien président Ali Abdullah Saleh, qui est resté pendant 33 ans au pouvoir, il a offert à la communauté internationale Al-Qaïda. Il s'est présenté lui-même comme « Oh là là, on a du Al-Qaïda, il faut nous aider. Mais moi, je vais vous aider. » Parce que c'était une manière, de racketter la communauté internationale. Et en fait, c'est l'un des éléments fondamentaux de ce livre, et ça le prouve par A plus B, que Al-Qaïda sert à beaucoup de gens. Al-Qaïda, c'est un business. Notamment la lutte contre Al-Qaïda. Et pourquoi je te parle de ça? C'est que donc, on voit le Yémen par le prisme d'Al-Qaïda, notamment les Américains. Donc, dans le livre, quand je te dis qu'on a eu plein d'entretiens, j'ai notamment parlé avec Edmond Houle, qui est l'ambassadeur nommé par Bush après le 11 septembre. À l'époque, il n'y a pas de Yéménites. Néanmoins, on rappelle que l'axe du mal, c'est bon, évidemment la Corée du Nord, c'est vrai qu'ils avaient vachement quelque chose à voir avec le 11 septembre. L'Iran, pareil, et l'Irak. Parce qu'il fallait péter la gueule à Saddam. Bon. Tu te doutes bien qu'il y a une proximité qui en plus était réelle entre Ali Abdullah Saleh et Saddam. Notamment lors de l'embargo, le Yémen s'est abstenu. Et ils en ont payé le prix très cher. Bon. Donc, pour te donner l'anecdote, parce que le prénom du Yémen, Saleh, à la base, c'est un peu une biographie filée de lui, hein, le livre aussi.
Il est resté 33 ans au pouvoir. Il est considéré comme le père du Yémen moderne. C'était lui qui était présent lors de l'unification, parce qu'à l'époque, il y avait le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. Le Yémen du Sud étant marxiste, le Yémen du Nord ne l'étant pas. Donc, après la dislocation de l'URSS, bon, ça fusionne, juste avant même, si je dis pas de bêtises. Et c'est Saleh qui est le président. Bon, Saleh, ami des Américains depuis longtemps, patati patata. Sauf qu'en fait, il a une peur bleue de se faire envahir. L'invasion américaine de 2003, il flippe comme pas possible que les Américains viennent au Yémen et fassent pareil. Donc, il va collaborer vraiment avec eux. Sauf que dans le même temps, au Yémen, c'est compliqué parce que tu as des mecs, pour faire simple, quand les Moudjahidines vont en Afghanistan avec Ben Laden, dans les années 80, t'as pas mal de Yéménites. Quand la guerre en Afghanistan se termine, les Moudjahidines y rentrent, les combattants. Ali Abdullah Saleh n'était pas gêné par ça. Alors que Saleh, à la base, c'est un laïc. Enfin, quand je dis un laïc, laisse-moi comprendre. Le Yémen n'est pas laïque, mais lui prenait exemple sur Saddam. Et le parti basse donc c'était pas il est religieux, oui, mais c'était pas un mec fondamentaliste du tout. Et pas un idéologue. C'est plutôt quelqu'un qui aimait l'argent. Et bref, en 94, le Yémen du Sud veut faire sécession. Donc guerre civile. Ali Abdullah Saleh va enrôler dans l'armée régulière les anciens moudjahidines de Ben Laden, quitte à en faire sortir certains de prison. Il y a notamment des attentats qui avaient raté d'ailleurs contre des gardes américains qui allaient pour l'opération de restaurer la paix en Somalie. Ils étaient stationnés dans le sud du Yémen à Aden. Donc l'opération a foiré, mais néanmoins les Américains sont barrés. Les mecs qui ont commandité ça ont été enrôlés dans l'armée de Saleh et derrière ont tenu des postes. Il y a notamment Tariq Al-Fadli. Tariq Al-Fadli, c'est l'un des lieutenants de Ben Laden en Afghanistan. Le mec est devenu membre du conseil présidentiel. Tranquille. Donc, si tu veux, il y a depuis 94 un jeu avec Al-Qaïda, entretenu. Les Américains le savent. Donc, on en retourne 2001, comme je te dis. Et là, ils disent à Saleh, en gros, il va falloir bouger ton cul, il va falloir faire des trucs. Et puis, je crois que c'est 1 ou 2 ans plus tard, les Américains vont, par drone, tuer l'un des plus hauts commanditaires d'Al-Qaïda au Yémen. Et ils le considèrent comme un énorme succès. Donc, à la Maison-Blanche, c'est la fête, à Condoleezza Rice qui fête ça, et tout. Là, j'apprends un truc incroyable. Je croyais que ça n'existait pas, mais ça m'a été confirmé par plusieurs personnes. À la Maison-Blanche, à cette époque-là, tu as un carnet rouge qui garde dans le bureau ovale, et c'est des noms de mecs qu'il faut tuer. Donc, c'est une liste à tuer. Alors, s'il y en a, c'est des terroristes, tu sais pas vraiment. Donc, ils ont le permis de tuer. C'est vrai, ils se sont donné ça. Parce que, officiellement, t'as quand même une attaque sur la souveraineté d'un pays. Que je sache, les Yémen n'étaient pas en guerre avec les États-Unis. Mais l'État yéménite laisse faire un minimum. Sauf que dans le même temps, il mène un double jeu parce que vis-à-vis de sa population, il veut pas passer pour une marine des États-Unis. Et donc, t'as des mecs un peu d'Al-Qaïda, et là arrive la grande évasion, c'est la balade des Dalton, revisitée, 2006 ou 2007, 23 mecs d'Al-Qaïda réunis dans la même cellule d'une prison de haute sécurité, creusent un tunnel de 140 mètres qui va déboucher sur la mosquée voisine dans les toilettes des femmes. Et genre, ça passe. Mais où ils ont mis la terre, déjà? Quand tu creuses pendant 140 mètres de... Attends, mais t'imagines? Et là, je me dis, le mec, il est courageux parce qu'il a dû annoncer ça à la CIA tranquille. Ah bah ouais, on avait réuni 23 mecs dans la cellule et tout. Donc, je demande à un autre ambassadeur américain, qui avait été nommé par Obama, Gerald Fierstein, je lui dis, mais il vous a fait du chantage avec Al-Qaïda. Et là, il me dit oui. Il s'est servi d'Al-Qaïda pour nous prendre de l'argent. En gros, quand il venait à Washington, Saleh, et c'est Gregory Johnson qui le dit aussi dans son livre The Last Refuge, excellent livre, qui parle d'Al-Qaïda au Yémen, il venait avec sa liste de cadeaux. Oh, on va améliorer mon armée, mon Simon là. Sauf que, à un moment donné, il n'y avait plus vraiment d'Al-Qaïda au Yémen. Donc, il n'y avait plus rien. Il pète un plomb dans l'avion, de retour à Sanaa, il vire ses conseillers économiques et tout, qui rembauchera un petit peu après. Et donc, derrière, mystérieusement, on a de nouvelles opérations d'Al-Qaïda au Yémen. Eh ben, l'année suivante, t'inquiète pas que les donations, elles ont monté. Parce que oui, s'il n'y a plus d'Al-Qaïda, il n'y a plus de subventions. Et vu que le mec, il pense qu'à ça, et dans le même temps, toute l'armée, qui est quand même un symbole de son pouvoir, c'était dirigé notamment par son fils aîné, Ahmed Ali, qui avait la garde républicaine, et l'un de ses neveux, Tarek, ben en fait, il se prenait tout le matériel américain, les formations américaines de sniper et tout. Pourquoi je te parle de ça? Tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec aujourd'hui? C'est qu'en 2009, tu as la fusion des branches saoudiennes et yéménites d'Al-Qaïda, qui crée AQPA, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui va obtenir un véritable regain de force, parce qu'en fait, en Arabie Saoudite, pays très, très critiquable sur beaucoup de choses, néanmoins, l'ancien prince héritier Mohamed Ben Nayef avait fait le boulot pour éradiquer Al-Qaïda en Arabie Saoudite. Les rangs d'Al-Qaïda avaient été décimés, ils avaient un programme de réinsertion, de plein de choses. Alors, certes, on peut critiquer plein de choses, mais ça, vraiment, c'était fait. Ce qui fait que les mecs d'Al-Qaïda qui se réfugiaient au Yémen avaient une haine contre Mohamed Ben Nayef qui était terrible. Genre, ils voulaient vraiment le flinguer. Et là arrive un type dont je parle dans le livre, l'homme le plus dangereux du monde à l'époque, c'est un ancien étudiant de chimie à Riyad, Ibrahim Al-Assiri.
un Saoudien, un vieux au Yémen. On l'appelle le bomb maker, le fabricant de bombes. Et les Américains le considèrent à l'époque comme l'homme le plus dangereux du monde parce qu'il a réussi à confectionner une bombe à travers de la poudre qu'il a glissé, écoute bien, dans le rectum de son frère. Je répète, il glisse dans le rectum de son frère une poudre explosive activable à distance. Ils vont jusque dans le nord du Yémen. On est en 2009, je crois, ou 2010, j'ai un doute. Son frère, qui a même recherché, va voir les gardes frontaliers saoudiens et dit « Je veux me rendre, mais par contre, je veux parler à Mohamed Ben Naïef. » Il y a d'autres personnes qui seraient intéressées pour se rendre. Il lui passe Mohamed Ben Naïef au téléphone, qui est à l'époque adjoint à la défense. Le mec dont je te parle, qui est considéré un peu comme l'un des types qui a fait éradiquer pas mal le mouvement Al-Qaïda en Arabie Saoudite. Ah, mon frère, ça va, etc. Et Ben Naïef lui dit, écoute, pas de problème, je t'envoie un avion, tu viens, on en parle, etc. Et le mec est malin quelque part, parce qu'il sait qu'il doit être diplomate avec ça. Donc, il l'envoie en Arabie Saoudite, le mec prend l'avion et tout. Et en fait, le terroriste en question, qui est le frère donc du bombmaker, explique qu'il y a d'autres mecs au Yémen qui seraient tentés de se rendre. Donc, il obtient une audition avec le prince, etc. Donc, les formules d'usage et tout. Il dit non, mais je veux me rendre et tout, je veux me réinsérer. Et là, il prend son téléphone et il appelle. Et il le donne à Ben Naïef. En gros, ces gars au Yémen et tout. Et quelques secondes plus tard, t'entends, bam! Le mec, il implose littéralement. Et Ben Naïef ne sera que blessé. Superficiellement. Mais ils ont réussi à faire une opération de fou. Aujourd'hui, j'ai obtenu le rapport d'Europol et de la CIA. Personne ne sait encore comment elle a été activée, cette bombe. Ils savent pas si c'est parce que c'est un mot qui a été dit, c'est lui qui avait le dispositif sur lui. Personne ne sait. Et là, tu te dis, alors là, forcément, ça commence à faire flipper. Ensuite, Fierstein, donc, me dit, ça, c'est pour ça que le livre, c'est pas que le Yémen. Ça te montre plein de choses. Et là, je pense que ça m'intéresse aussi les gens. Les Saoudiens, en fait, avaient réussi à infiltrer Al-Qaïda demandé. Et ils avaient prévenu les Américains d'une attaque dans un avion. Ils avaient caché des explosifs dans des cartouches d'imprimante. Donc, c'est déjoué. Et arrive ensuite, ce que peut-être certains se souviennent, il y a eu un vol pour la veille de Noël entre Amsterdam et Détroit avec, on a appelé le underwear bombing, le mec qui avait mis son explosif dans son sous-vêtement. C'est-à-dire que notre étudiant en chimie avait confectionné un slip blanc, beige même. Il avait, sur la couture intérieure, il avait mis un truc indétectable, cette fameuse poudre, qui ensuite, à travers une réaction chimique, devait faire exploser l'avion. Il le donne à un jeune Nigérian, qui est même pas, d'ailleurs, il a un profil très intéressant, parce que c'est le fils d'un grand banquier nigérian, qui a étudié à Londres, et au Togo, qui a jamais eu de problème. Très intéressant de voir que, tu vois, c'était pas du tout un mec qu'on aurait pu croire, tu vois, il est plutôt un fils de bonne famille, qui ensuite va étudier à Dubaï, puis part au Yémen, etc. Il avait une fascination pour le djihad. C'est ce mec-là qu'ils vont choisir. Le mec, en 14 jours, il remonte tout, prend le vol d'Amsterdam, etc. Et à peut-être une heure avant d'atterrir, donc le mec a le destin en main, il part aux toilettes, il reste un moment. Il dit qu'il est indisposé et tout. Et en fait, il y avait une réaction. Il avait une espèce, ils avaient préparé une espèce de petite capsule, qui avait rien à voir, mais en fait, cette capsule, tu la mélangeais à ça prenait le feu. Et ça faisait tout péter. Le mec se la met sur lui. Il se met une couverture ensuite, là, tu vois, dans l'avion. Et là, d'un coup, les gens voient des flammes sortir. Le mec est en train de s'embraser. Parce qu'en fait, ça a pas pété parce qu'il y avait trop de saleté dans le slip. Parce que 14 jours, forcément, la poudre, tu vois, il y a un peu de saleté. Et là, c'est un réalisateur de film néerlandais qui va jeter sur lui, etc. Et les gens vont réussir à le maintenir, ça fait que ça ne pète pas. Alors, le mec aura des brûlures, je sais pas combien de degrés sur les parties génitales et tout le reste. Mais il est connu comme des bombés. Et ça a été aussi fait par ces mecs-là. Donc, à cette époque-là, 2009-2010, on a une recrudescence d'ACPA qui, en plus, s'envisage en dehors des frontières. Et dans le même temps, c'est vrai que l'État yéménite était assez réticent à poursuivre ces gens-là. Parce que d'un côté, il y avait des logiques internes. Pourquoi je te parle de ça? Arrive ensuite 2011, les printemps arabes. Ce qui me fait rire parce que tu prends tous les gens d'Ali Abdullah Saleh, donc l'ancien président yéménite, et j'en ai eu un. Abou Bakr Kirbi, qui a été son ministre des Affaires étrangères pendant 13 ans. Yega Doued, qui était un mec très fondamental de son parti. Abdo Borghi, qui était son secrétaire privé. Enfin, on en a eu du monde. C'est pas mal de ses ambassadeurs, notamment celui qui était au Canada, Mustafa Noman. Pardon, excuse-moi. Et donc, là arrive, et tous ils te disent, ouais, le printemps arabe, pour eux, ils y croient pas. C'est assez marrant de voir cette vision. Sauf qu'au début, la révolution au Yémen, elle est vraiment pacifique et étudiante. Parce qu'il n'y a pas eu de progrès, littéralement, dans le pays, et ça n'allait pas très bien. Et en fait, elle va se politiser au fil des mois. Notamment par le parti d'opposition qui était Islah, qui est notamment la branche historique des frères musulmans au Yémen. Bref.
Et là, en fait, la communauté internationale, elle se rend pas compte que le Yémen vient de traverser 6 guerres internes dans le nord du Yémen, qui s'appellent les guerres de Sada, c'est au nord du Yémen, contre ce qu'on va appeler aujourd'hui les fameux Houthis et le gouvernement central. Des guerres immondes, hein, sans nom, hein, dont la dernière, même l'Arabie Saoudite est intervenue parce qu'ils avaient passé la frontière saoudienne. Enfin, donc, mais sauf qu'en fait, c'est des guerres qui étaient cachées. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien. Et en fait, la composition de la société yéménite était en train de changer avec ce qui se passait. Sauf que vu que la communauté internationale était focus sur Al-Qaïda, alors, excuse-moi, il y a eu ces 2 trucs qui ont foiré. Mais sinon, tout ce que faisait Al-Qaïda, ça, c'était qu'au Yémen. Ouais. Et pas vraiment, gros. Ils n'avaient pas une capacité de projection, enfin, on surestimait cette capacité. Parce que d'ailleurs, c'était aussi un business, notamment pour l'État yéménite. Bref, je fais court. Finalement, Saleh va être obligé de partir du pouvoir, après, perte et fracas. Et là, la communauté internationale est focalisée sur un truc, c'est la lutte contre le terreau. Et ils se rendent pas compte que le départ de Saleh va créer une véritable faille, parce que son remplaçant, Abdou Mansour Hadi, c'est le dormeur, il a été pris je ne sais pas combien de fois en train de dormir, enfin, il a aucun charisme, rien. C'est le vice-président, mais le mec, c'était un pantin. Dans le même temps, t'as l'envoyé spécial de l'ONU, Jamal Ben Omar, qui se prend pour le roi du Yémen, et t'as tous les partis qui cherchent à avoir des trucs. Donc là, ils vont faire un dialogue national, ils vont réunir des gens de toutes les idéologies, de toutes les partis, etc. Sauf qu'en fait, il y a chacun qui a des réclamations. Les gens du Sud se trouvent ostracisés depuis la guerre de 94, donc ils ont des réclamations. Les gens du Nord, les Houthis en ont. Enfin bref. À la base, on veut diviser le Yémen dans un État fédéral. Et toujours en a cette idée de lutte contre le terrorisme. Sauf que les Houthis dans le Nord, ils sont pas d'accord parce qu'ils n'ont pas accès aux hydrocarbures ni à la mer dans leur bastion historique. Les mecs du Sud sont pas contents. Enfin bref. T'as plein de soucis. T'as eu des assassinats politiques dans le même temps. Finalement, la conférence du dialogue national, elle va accoucher de plein de résolutions, mais pas d'un consensus. Et dans toute la communauté internationale, t'as chacun qui jouait ses intérêts, notamment la France, qui devait aider à l'écriture de la nouvelle constitution. Et là, il y a une blague qui circule, que les ambassadeurs m'ont raconté. La France était le seul État qui était contre le fédéralisme. D'après toi, pourquoi? J'ai peur. En fait, vu que Total est le premier client de l'État yéménite, 39% de Yemen LNG, qui est la grande entreprise de gaz liquéfié qui avait pris exemple sur ce qu'il faisait au Qatar, et ben en fait, les mecs disaient, ouais, mais si un État fédéral, ils vont devoir corrompre 5 ministères du pétrole, donc c'est sûr qu'ils veulent pas. Et ça, c'est l'ambassadeur américain qui me l'a dit en rigolant, oh, tu vois. Et tout le monde te disait ça. L'État yéménite disait, bah ouais, les Français vont être obligés de corrompre trop de ministères du pétrole sinon. Donc ils veulent pas d'un État fédéral pour Total. Ça prête à sourire, en effet. Sachant qu'à l'époque, le Yémen et la France, on en parlera tout à l'heure, c'est les 2 doigts de la main, hein. Ouais. Ils ont pas des Boeing, hein. Yémen Airlines, c'est des Airbus, hein. Bon, bref, je te finis court. En gros, Saleh n'a jamais accepté d'avoir quitté le pouvoir. Sachant qu'il a vu aussi une tentative d'assassinat contre lui, il a fait y rester dans un attentat dans sa mosquée privée, enfin bref. Il y avait des conflits avec des familles puissantes au Yémen, notamment la famille Hamar. Et Saleh, en sous-marin, va faire une alliance secrète avec les mecs qu'il a chassés pendant des années, qui sont les Houthis. Ils vont faire un pacte secret. Et les Houthis, qui étaient dans le nord du Yémen, vont petit à petit récupérer Hamran, qui était le verrou, et ensuite la capitale Sanaa, en septembre 2014. Mais ils le récupèrent comment? Parce que les gens qui étaient loyaux à Ali Abdullah Saleh leur ont ouvert le chemin. C'était un pacte secret qu'on raconte comment ça s'est fait et tout. C'est un vrai thriller, le truc, hein. Notamment comment ils vont récupérer Amran, si tu veux, c'est à 60 km de Sanaa. Si tu récupères Amran, ils allaient foncer sur la capitale. Et le général qui défendait la ville, c'est le général Al-Kushaybi, que Saleh disait l'éclopé de l'appel. Parce qu'il avait été gravement blessé lors de ces fameuses guerres dans le nord, les guerres de Sanaa. Et là, c'est un de mes chapitres que j'ai préféré faire parce que ce mec-là, en fait, il n'y a pas de renfort qui arrive. Le gouvernement central le laisse tomber. D'accord. Donc, le mec va défendre la ville et il prévient, il dit, s'ils prennent Amran, ils vont vous prendre derrière, croyez pas. Et il n'y a pas de renfort, il n'y a rien. Dernier jour quasiment où il sait que les mecs vont pénétrer bientôt le quartier général qui est près du souk et du palais de justice à Amran. Il dit à ces gars, partez, ils ne veulent que moi, faites pas un sacrifice. Il n'y a pas beaucoup de mecs déjà qui feraient ça. Surtout à son âge. C'est clair. Et les mecs disent non, non, non. Et là, il la regarde et il leur dit, c'est moi votre chef, vous pouvez pas faire plus. Sauvez-vous. Et lui, il reste seul dans son bureau. Dans son bureau, il y a un grand drapeau du Yémen et tout. Il cherche son flingue et tout. Le mec est éclopé, il peut à peine marcher. Il a une canne, hein. 110 balais. Il entend demander dans l'allée. En fait, ces gars, ils étaient tellement fidèles à lui qu'ils sont pas barrés tous. Il y a ceux qui sont fait capturer en étant de se barrer, certains qui ont pu, mais le reste, ils sont restés là pour essayer de le défendre quand même et défendre ce qui restait. Les Houthis arrivent, même si les Houthis, on ne prend pas l'état, aussi, avaient été aussi très maltraités. Et il récupère, et le considère comme responsable parce qu'il s'est battu contre eux à l'époque. Ils le mettent sur une chaise, ils le ligotent,
et t'as 6 mecs là, et ils vont le crébler de balles. Ok? Et en fait, ce général-là, Al-Kushaybi, il y en a beaucoup au Yémen qui te disent qu'en fait, la manière dont il a été tué, parce qu'il a été abandonné par tout le monde, ça a donné comme une malédiction. Mhm. Tous les mecs qui l'ont trahi, les années suivantes se sont fait assassiner. Ah ouais. Par les mêmes outils qu'ils avaient aidés. Notamment des chirs, donc des responsables tribaux. Et donc, je termine ce que je te disais. Donc, ce pacte-là, ils arrivent sur Sanaa. Au début, les deux gouvernements, donc le gouvernement légitime de Hadi et les Houthis, ils collaborent, mais bon, ça va pas. Et 6 mois plus tard, coup d'État complet. Hadi est mis, donc le président du Yémen, est mis en captivité pendant 1 mois dans sa propre maison. Ensuite, il va s'enfuir à Aden. Il va réclamer l'aide des puissances du Golfe. Et c'est comme ça que vont intervenir l'Arabie Saoudite et les Émirats pour réintroduire le président Hadi qui avait demandé de l'aide, qui avait fui à Aden, et pour botter le cul aux Houthis qui étaient soutenus en effet par l'Iran. Donc c'était à l'époque, on surjoue le rôle de l'Iran qui a existé, mais s'il y a la guerre du Yémen, c'est parce que l'ancien président a voulu récupérer le pouvoir et s'est associé avec ses anciens ennemis. Sans ça, les Houthis n'auraient jamais récupéré, t'aurais jamais. Donc voilà comment ça. Désolé, j'ai été un peu long. Non, mais Mais j'en parle avec passion et il y a plein d'histoires à raconter. Mais c'est pour ça, on boit tes paroles vraiment, effectivement, ça donne au moins un élément de contexte pour mieux comprendre ce que tu vas nous dire ensuite, comprendre comment on a pu en arriver là, quel est un peu le terreau qui permet ça. Et justement, tu l'as évoqué déjà, on avait eu Lafarge avec Daesh, mais on a le rôle de Total au Yémen, tu l'as déjà évoqué. Quel est ce rôle? Parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu des secrets de polichinelle sur ces grandes entreprises souvent liées au secteur des énergies fossiles, mais aussi par exemple le secteur minier ou autre. Les pratiques de corruption, ils sont, on dit mais non, braves gens, vous imaginez bien, c'est que dans James Bond. Pas tant que ça. Oui. Pas tant que ça, apparemment. Ah non, Total. Oh mon Dieu. Bon, déjà, premièrement, sur la politique française au Yémen. On n'a jamais mené une politique depuis les années 90 pour la France, on a mené une politique pour Total. Total est un bras armé du ministère des Affaires étrangères français, mais au Yémen plus particulièrement. Alors, il faut comprendre un truc sur le Yémen, c'est que c'est le parent pauvre de la péninsule arabique. C'est-à-dire que tous ses voisins sont richissimes, mais le Yémen ne l'est pas du tout. Surtout actuellement. Il a des gisements de pétrole et de gaz, mais qui sont infiniment moins importants que l'Arabie Saoudite. On est presque comme le Sultanat d'Oman. Le Sultanat d'Oman est infiniment plus développé. Ouais. Et en fait, dans les années 80, donc le Yémen a eu du retard, c'est les premières véritables prospections. Déjà, premier truc qui est assez comique, c'est que la compagnie qui a fait jaillir l'or noir au Yémen, c'est pas une major. C'est pas Exo, c'est pas British Petroleum, c'est pas Total. C'est un truc qui s'appelle Hunt Oil. C'est une entreprise texane, gérée par Ray Hunt. C'est des très proches de la famille Bush. Et de la CIA. Dans les années 70, Hunt Oil a été accusé d'avoir été utilisé par la CIA pour mettre des agents en couverture pour infiltrer Kadhafi en Libye. Donc déjà, tu vois un peu le genre de compagnie que c'est. Alors mes amis de Hunt Oil, dans les années 80, ils font le truc. Mais ils ont pas non plus, c'est pas une autre compagnie. Et là, t'as une séquence qui, je conseille à tout le monde, que j'ai vu et revu, qui a à mourir de rire. Parce que je n'ai pas précisé que le président du Yémen, mon fameux Ali Abdullah Saleh, c'est un jeune colonel illettré. Il ne sait pas lire ni écrire. Il a gouverné pendant 33 ans le pays. Par contre, il savait bien compter. Hein. Vu la fortune qu'il a amassée, je peux te dire, c'était pas Ali Baba et les 40 voleurs. Là, c'est Ali Saleh et les 40 voleurs. Le mec, il a, selon l'ONU, c'est entre 40 et 60 milliards qu'il a récupéré au total. Hein. Évidemment, c'est un peu moins. On précise que Ali Abdullah Saleh a commencé en faisant de la contrebande de whisky sur le port de Mocha, quand il dirigeait le bataillon là-bas. Il y a Wikileaks qui avait révélé un télégramme confidentiel. En gros, il avait dit, je m'en fous si les mecs de Djibouti... En gros, il avait dit, non, faut que les mecs de Djibouti, ils arrêtent de trafiquer des armes au pays. Ils peuvent juste ramener du whisky, mais qu'il soit bon. Et donc, le surnom, ça c'est un diplomate américain qui me l'a dit, monsieur X, Grégory X, il m'a dit, entre nous, on l'appelait Ali Abdullah Saleh, on l'appelait le colonel Johnny Walker. Parce qu'il aimait bien le whisky. Ça, c'est aussi tout ce genre d'anecdotes qu'il y a dans le livre que tu trouveras pas sur Wikipédia, toi, tu vois. Oui. C'est vraiment c'est un personnage, mon Salé. Donc, j'en reviens à ce que je te disais vis-à-vis de Total. Donc, dans les années 80, on est au l'or noir jaillit. Et en fait, ils voient le Qatar. Le Qatar qui, d'un coup, devient richissime. Parce qu'en fait, le Qatar, c'est du gaz liquéfié. Donc, en fait, ils ont pris exemple sur Qatar LNG. En disant, on va faire pareil au Yémen. Parce qu'en fait, t'avais des gros gisements dans la province de Marek, qui est un peu une province centrale. Un peu dans le nord. Et là, donc, ils ont fait des appels d'offres et tout. Et là, j'en ai parlé quand même à du monde. Hein. On a eu des gens qui étaient au ministère du pétrole, les comptables de Total. Enfin, c'est Total qui va remporter l'appel d'offres. Ok, sauf que, en gros, ils créent une société qui s'appelle Yemen LNG. Et Total va être actionnaire à 39% à peu près. C'est l'actionnaire majoritaire. Aujourd'hui, Yemen LNG, t'as des Coréens, t'as Hunt Oil aussi, et t'as deux, trois autres trucs. Bon.
Première question. Comment tu m'expliques qu'il n'y ait aucune major à part Total? Ouais, c'est curieux. Bah, ça pose question. Normalement, t'as du Exo, t'as du British Petroleum et tout ça. Parce que les conditions, il n'y a que Total qui a accepté. Parce que non seulement le projet, il était particulier, parce que selon les documents de l'ONU que j'ai, déjà, il y avait 20% à Monsieur Salé, hein, et Enco. Alors, on est sur la fourchette haute, mais ça se fait dans le oil and gas. Sachant qu'au Yémen, t'as quand même un bon pétrole. C'est-à-dire que l'huile qui sort, elle est à peu près à 40 degrés. C'est pas un pétrole brut comme le Venezuela, tu vois, qui nécessite beaucoup de, tu vois, qui est lourd et tout. Non, c'est plus, alors c'est pas, comme dirait Marc Échinger, que je salue, c'est pas l'huile qui pisse comme l'Arabie Saoudite qui est vraiment parfaite, mais c'est un bon pétrole. Il n'y en a pas non plus énormément, mais c'est quand même un bon pétrole au Yémen. Et donc, bon, 20% c'est la fourchette haute, mais c'est ça dans le oil and gas. Sauf qu'il faut tout construire. Il n'y a pas de pipeline, il n'y a rien. Le pipeline qui avait été construit sur d'autres champs, il donnait sur la mer Rouge. Tu vois? Et c'était Hunt Oil qui l'avait fait avec une major pour le. Donc, les investissements, il est énorme. S'il faut construire non seulement le pipe, c'est quasiment 300 km, mais surtout, comment on va l'exporter? Faut un terminal, faut un portuaire, faut tout, quoi. C'est un investissement colossal. Ça a coûté plus de 4 milliards de dollars. C'est notamment financé par la BNP Paribas. Notamment la responsable de la BNP Paribas sur le oil and gas, dont j'ai perdu le nom, c'est noté dans le livre, vous m'excusera. Donc la BNP dedans. T'as aussi des Chinois qui viennent dedans, enfin t'as du monde. Mais t'as pas de major, parce que personne n'accepte les conditions. Et selon un document confidentiel, rapport au Parlement yéménite en 2013, quelle n'est pas ma surprise quand je lis que 238 millions de dollars annuels sont payés aux militaires. Donc en gros, Total doit donner par an 238 millions à des militaires pour protection. Donc là, je me renseigne avec des gens dans le oil and gas. Et tout le monde me dit, ah, quand même, là, ça fait beaucoup quand même, hein. Parce que bon, ils ont aussi leur propre garde, Total, hein. Ouais. Tu vois, et ils ont même fait appel à des sociétés d'intelligence économique. Riskenko, c'est notamment la société de Monsieur Delamotte, si je dis pas de bêtises. À vérifier, mais c'est Riskenko. Et ils ont créé un site dans le sud qui s'appelle Balraf. C'est, en gros, t'as un hélipad, t'as le camp, enfin, c'est un truc incroyable, hein. C'est exceptionnel, hein. C'est un truc que tu fais limite fortifié, hein. Ça soit sur la mer, sur le reste, devant, t'as des barricades, t'as des gardes yéménites, enfin, t'as tout. Et à l'intérieur, je te dis, t'as hélipad, t'as des salles de contrôle reliées directement à la France, t'as la dernière technologie, t'as les trucs pour les expats, c'est un village dans le truc, enfin, dernier cri, ça a coûté un pognon fou. Mais en même temps, ils doivent donner plus de 200 millions aux militaires yéménites. Et les militaires, tu sais pas trop où va l'argent. Alors, j'ai tous les noms des bataillons. Il y en a certains, quand même, qui ont défecté pour Al-Qaïda, déjà, hein. Donc, on donne l'argent un peu de partout parce que c'est les conditions. Bon, c'est comme ça. C'était comme ça qu'il fallait accepter. En même temps, c'était les conditions. Mais ils ont dit oui. On rappelle que la DGSE et tout le monde est au courant que le président du Yémen jouait avec Al-Qaïda depuis 94. C'est pas un secret. Ouais. Donc, tu peux pas t'étonner que bon. Et alors, sache que sur les comptes, en gros, le comptable, notamment yéménite, qui est dans le livre, explique que lui, il a jamais eu accès à tous les comptes, hein. Il y avait une partie, c'était complètement opaque. Le nombre de dignitaires yéménites qui ont des maisons en France, dont les études ont été payées en France pour leurs enfants, les cadeaux, les soirées arrosées, les machins, alors là, ça est allé. Sache que l'ambassade française, des fois, c'est Total qui payait les salaires. Et notamment les jeeps de l'ambassade française au Yémen, fournis par un mec qui s'appelle Aitam Al-Haini. C'est Total qui payait aussi. Allez, c'est la fête! Et puis, il y avait une ONG aussi financée par Total, qui s'appelle le Triangle, dont on pourra parler tout à l'heure. Et puis, depuis la guerre, donc, forcément, l'activité a cessé. Sauf que le site a été récupéré par les Émirats Arabes Unis et sert aujourd'hui de centre de détention arbitraire. Mais officiellement, c'est contre le terrorisme, donc ça va. On en revient, mes amis d'Al-Qaïda. Eh oui, faut du Al-Qaïda pour légitimer ce que tu vas faire. En fait, tu te rends compte que c'est pas tellement du Al-Qaïda qu'on emprisonne et qu'on torture, c'est des opposants politiques, en fait. Notamment des frères musulmans, parce que les Émirats ont horreur de ça, ou ceux qui sont contre eux dans le sud. Donc, il y a plein c'était sorti notamment par l'Observatoire de l'armement, par Nadwa Dassari, qui est une exceptionnelle activiste yéménite, et par d'autres, tout le monde a un peu parlé. Sauf que nous, on donne des noms, des précisions. C'est flippant. C'est-à-dire que vraiment, c'est de la vraie torture qui se passe dans les locaux de Total. Mais les mecs m'ont dit, mais non, c'est pas dans nos locaux réellement, c'est bon. Ok, d'accord. C'est genre, ce serait dans le cabanon d'à côté, si tu les écoutes, plus ou moins. Mais je vais te donner une autre anecdote qui est à mourir de rire. C'est que arrive la guerre au Yémen 2015. Quand elle s'internationalise, se régionalise, elle s'internationalise rapidement. Quelques jours plus tard, tu as la grande ville de Mokalla, dans le sud, qui est une ville portuaire, une des plus grandes du Yémen. C'est 400-500 000 habitants.
Qui alors, ça doit être encore un malencontreux hasard. En une soirée, il y a 100 barbus qui arrivent et qui récupèrent la ville. Putain, mais t'imagines, 100 barbus d'Al-Qaïda qui, en une soirée, récupèrent 500 000 personnes. Alors, va falloir m'expliquer comment c'est possible, encore une fois. D'où le chapitre 30 du livre. C'est pas la balade des Dalton, c'est la balade d'Al-Qaïda. Parce qu'ils vont dans la banque centrale, ils vont braquer 100 millions de dollars. Donc là, tu te dis, alors je veux bien que la soupe, là quand même, elle est dure à avaler quand même. Que 100 barbus te récupèrent une ville de 500 000 habitants sans combat, il n'y a pas eu de complicité au niveau étatique, je suis éveillé. Alors là, exceptionnel. Au début, ils sont très appréciés. Parce qu'en fait, les gens étaient tellement désespérés qu'ils se disent, bon, bah, au pire. Et les mecs, ils vont refaire le système hydraulique, enfin, ils vont faire sans déconner. Alors t'imagines à quel point le niveau du gouvernement était dégueulasse avant. Pour qu'on te dise Al-Qaïda c'est bien, c'est que vraiment, au début, ils laissent tranquille. Puis après, évidemment, ça change. Et les mecs, parce qu'en fait, il y a un grand port, donc en fait, ils baissent les taux pour attirer plus de trafic. Et derrière, ils envoient un courrier au gouvernement yéménite officiel. Genre, c'est exceptionnel en disant, bon, on aimerait bien vendre le pétrole, on vous donne 25% et on aimerait récupérer le reste. Alors, ça n'a pas été accepté quand même. J'ai une copie du document. Et puis, moins d'un an plus tard, 10 mois plus tard, parce que c'était une erreur terrible pour Al-Qaïda, comme disait toujours Ben Laden, quand tu vas dans une grande ville ou dans les centres périurbains, c'est pas bon parce que t'es facilement repérable. Donc là, il y a beaucoup de leaders qui vont mourir quand même. Et puis t'apprends qu'en 48 heures, les Émirats Arabes Unis ont envoyé leurs forces et ont libéré la ville de Moukalla. Donc, au Pentagone, tout le monde dit, putain, incroyable, les Saoudiens, ils arrivent à rien, mais les Émirats, et rappelle-toi, il y a eu des articles, la force émiratière, etc., qui se veut une puissance militaire par le prince héritier MBZ, qui est pour moi le véritable leader d'ailleurs du Moyen-Orient, pour en parler. Et donc, ils libèrent la ville. Et puis, en fait, c'est pas la véritable histoire. C'est qu'en fait, il y a eu des accords entre les mecs d'Al-Qaïda et la coalition, et les réunions se sont faites, et ben dans les locaux de Total. Et ben oui, à Balram, et ben oui, il manquait que les petits fours, le thé à la menthe ou à la cardamone, il manquait que ça. Et ouais, ça s'est fait à Balram, exactement. Ah, le running gag, vraiment, c'est un maillon. J'ai presque envie de dire que c'est la maison. Mais après, non, mais en fait, je préfère en rire parce que c'est, non, mais c'est, en fait, c'est grotesque. Tu vois, ce livre montre à quel point on nous prend pour des cons. Genre, je te dis, t'as 100 barbus qui arrivent, qui vont en une nuit. En une nuit. Il y a eu quelques coups de feu et c'est bon, ils récupèrent une ville de 500 000 habitants. Non, mais attends. Alors, ils l'ont pas eu en entier directement, mais quasiment. Et après, pour les chasser, ça a même pas pris 48 heures. Ah, mais en fait, tu te rends compte qu'en fait, il y avait des accords. Donc, en fait, il y a eu des vannes qui ont permis à certains de quitter la ville avec leur possession, leur ci, leur là. Et c'était négocié dans les locaux de Total. Ah bah, et il y a d'autres anecdotes là-dessus. C'est vraiment terrible. Il y a d'autres rapports Al-Qaïda Total dans le livre, mais je vais pas non plus tout dire. Mais on est sur du Lafarge bis, en effet. Ouais. Et sur un dossier qui, pour l'instant, voilà, on préfère parler des super profits ou super dividendes, on sait plus quoi, le salaire de Patrick Pouyanné, le patron de Total Énergie, parce que maintenant, ils ont mis énergie, et il y a du vert sur le logo. Donc, voilà, il peut se passer tout ça, mais ils sont engagés pour la planète. Donc, je te prierai un peu, voilà, de tamiser tes propos, quand même. Alors, attends, j'en ai un autre aussi, parce que, si tu veux, souvent, on parle du Yémen ou des pays comme ça, avec des nombres, des chiffres, tu vois, pour calculer la pauvreté, le nombre de morts, etc. Au final, c'est des gens. Ce sont des pères de famille, des mères de famille, des filles, des fiancés, et tout ça. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre de la vie sur la mort. Parce que c'est des êtres humains. T'as un journaliste d'investigation yéménite, s'appelle Mohamed Al-Absi, grande décédé malheureusement. Donc nous, on a eu sa sœur Kaboul. Elle nous explique que lui a parlé de la corruption de Total et de plein de choses. T'avais un des responsables de Total qui a toqué chez lui en disant non mais faut arrêter. Le mec prenait des menaces de Total, qui essayait de le corrompre, enfin. Et ce mec-là est mort empoisonné au restaurant. Et bon, il y a un temps, il y avait tellement de mecs qui voulaient sa peau que tu sais pas qui a fait le coup. Mais il était notamment sur le oil and gas, sur les énergies fossiles. Et donc, je tenais à rendre un petit hommage parce que c'est l'un des mecs qui a plus exposé les méfaits de Total au Yémen. Dans le même temps, aujourd'hui, t'as plein d'ingénieurs yéménites financés par Total, enfin payés par Total, qui ne sont plus payés depuis des années, depuis le début de la guerre. Sachant que Total dit qu'ils ont fermé le site, c'est pas vrai. Le site n'est pas en exploitation pour le gaz. Néanmoins, il a jamais été fermé, parce que si tu le fermes, après, c'est dur. Donc, t'as toujours les femmes de ménage. On a eu les femmes de ménage, pour te dire. Et les chauffeurs. Okay. Là, on est allé dans le détail du détail, tu vois. Ouais. Donc, il n'est pas complètement fermé. Et le point qui est très important, c'est que la France cherche à le faire réouvrir, là. Donc, et là, je vais t'en raconter une qui est quand même, parce qu'on a des génies au Quai d'Orsay, tu sais. On a des génies. Alors qu'on a un excellent ambassadeur au Yémen, Jean-Marie Safa, qui ne m'a pas répondu, mais c'est un mec qui connaît très bien, qui fait le boulot. Quand tu veux que la France veuille réouvrir Balkhaf, parce que Total est majoritaire, pour des questions de gaz, vu ce qui se passe au niveau énergétique, je le comprends.
Ça se comprend. Oui. Même si, ok. Par contre, quand tu veux faire un truc comme ça, on est d'accord qu'il faut agir plutôt discrètement. Tu vas pas y aller avec tes gros sabots. Mais non, parce qu'on a des génies. Alors, tu as le compte Twitter officiel de l'ambassade française au Yémen. Ils ont trouvé le moyen de mettre, en grand, des photos. La France est de retour au Yémen. Et on ouvre un truc à Moukala, un truc de pêche, un investissement pour signaler le retour de la France au Yémen. Parce que tout le monde a compris qu'en fait, on est en train de donner un peu de l'argent au Yémen pour essayer de rouvrir le truc de gaz. Mais tu peux pas fermer ta gueule quand tu veux faire un truc comme ça, non. Mais les pieds nickelés. Et dans la plus grosse révélation du livre à mes yeux, tu t'aperçois comment Alain Juppé, le ministère des Affaires étrangères françaises, a fait, mais alors on est au-delà du n'importe quoi. Quand je te dis les pieds nickelés, on est au-delà. Ouais. Au-delà. Des fois, je me pose des questions. Je me dis, mais c'est une caméra cachée ou... Et d'ailleurs, aussi un autre truc que j'ai trouvé dans le livre. Tu vois, on a eu des ambassadeurs de quasiment tous les pays. J'ai eu les ministres yéménites, j'ai eu tout le monde. Les seuls que j'ai pas eu, c'est la France. Personne ne parlait. Ouais. Même le très volubile Alain Juillet. Pourtant, Alain Juillet, il adore parler. Tu lui mets un micro, il parle de partout. Mais il a même été chez RT, tu vois. Je sais pas, ancien patron de la DGSE qui va dans un média qui appartient à un pays étranger, j'ai quand même un peu de mal pour avoir une chronique, tu vois. Oui. Ça aurait pu être pareil sur Al Jazeera et tout, mais bon. Mon maire, il doit être bon. Donc Alain Juillet, je le contacte. Au début, il répond pas. Finalement, il répond. Je t'assure que c'est vrai. Je l'ai que quelques minutes au téléphone. Me raccroche au nez, limite, et tout. Je relance et tout. Putain, je lui ai dit un nom, après, il m'a renvoyé un mail, oui. Et je me dis, mais pourquoi, à un moment donné, pourquoi l'ancien patron de la DGSE fourrait en permanence à Sanaa? Pourquoi l'ambassadeur yéménite à l'UNESCO me parle de lui? C'est quoi le rapport? Pourquoi tous les mecs au Yémen ont dit, envoyez avec Juillet? Je me dis, mais on était si implantés que ça au Yémen? Et bien, j'ai eu une réponse de personne. Juppé veut pas répondre, Total veut pas répondre, il y a personne qui veut répondre. Donc c'est pas faute d'essayer, hein. Donc je sais pas, peut-être qu'on aurait fait un peu de ça au Yémen. D'ailleurs, je te donne une dernière petite anecdote. À l'époque, il y a une dizaine d'années, on avait des lunettes de précision, tu sais, pour tirer dans la nuit. Oui, ouais. Bah, c'est arrivé en main des gros bonnets, comme on les appelle. Tu sais qui c'est, les gros bonnets? Dis-moi tout. C'est l'un des surnoms qu'à la Défense, ils avaient donné à Al-Qaïda. C'est assez sidérant et on imagine, voilà, avec ce travail d'enquête ultra minutieux que tu nous Alors, dépeins. on les a pas donnés directement, mais en gros, ça a été détourné. Mais on avait des armes françaises qui se sont retrouvées à l'époque pour des terroristes. Je rappelle quand même que les frères Kouachi sont préparés au Yémen. Oui, c'est effectivement. Et que quand tu lis dans le livre, notamment une affaire, comprends comment Al-Qaïda s'est financé aussi. Je pense qu'en France, il y a des gens qui ont du sang sur les mains. Notamment, et même pas de manière volontaire, mais par incompétence. D'ailleurs, tu suffit de voir, et c'est ça qui est terrible, notamment sur le Yémen, je te dis, on a des experts exceptionnels, hein. Des mecs comme Laurent Bonnefoy, je t'en ai parlé et tout, connaissent 20 000 fois mieux que moi. Pourquoi ces gens-là ne sont pas responsabilisés? Pourquoi on met des guignols pour prendre les décisions? Pourquoi on n'écoute pas aussi l'ambassadeur, qui est très bon? Ben voilà. Ouais. Non. Bon, effectivement, il y a un aspect pratique à tout ça, clairement, pour éviter que ce que tu révèles dans ce livre ressorte. On a parlé de Total, donc par extension, bien sûr, du rôle de la France, du positionnement de la France dans cette situation-là. Il y a aussi l'aspect de l'ONU, en tout premier lieu, hein, les malversations des agences de l'ONU. C'est aussi un grand pilier de ton livre. Voilà, je savais que ça allait être pire. Ces révélations autour de l'ONU, il y en aurait beaucoup d'autres à évoquer, mais c'est tout l'intérêt justement de se plonger dans cette enquête de fourmis que tu proposes là. Et l'ONU, on en avait parlé déjà la dernière fois dans notre précédent échange. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des malversations d'agences de l'ONU? Déjà, rien que l'énoncé fait tomber la mâchoire. Ah bah là, surtout qu'on donne les preuves, tu vois, parce que les gens se doutent, tu vois, c'est un peu comme mes amis de la FIFA. Quand t'entends FIFA ou ONU, tu te doutes bien que derrière, il y a des gens qui prennent des petits billets. Ouais. C'est-à-dire, c'est un truc qui est devenu populaire. Aujourd'hui, les gens disent, oh, on sait, l'ONU est corrompue. Mais il y a une chose entre dire, ah, je le sais, le prouver. Ouais. Nous, notre boulot, c'est de le prouver. Juste au passage, d'ailleurs, ce qui est quand même assez effarant, je te remercie de me donner la parole parce que tu es la première personne qui le fait, parce que visiblement, le livre est sorti depuis 10 jours, mais bon, mais 11 jours même, mais bon, bah, c'est comme s'il n'existait pas. Alors qu'on parle potentiellement de scandale d'État et que, bon, quand même, j'ai fait 2-3 trucs dans ma vie aussi, tu vois, je pense. Donc, bah, je te remercie et j'encourage les gens, en tout cas, à se renseigner parce que on y a vraiment mis de l'amour, putain. Et je pense qu'en fait, si on ne fait pas la différence, nous, ça va être encore passé sous silence. Et pourquoi c'est important vis-à-vis de l'ONU? Donc, l'ONU a souvent un envoyé spécial au Yémen, qui a souvent plus fait empirer la situation qu'autre chose.
d'ailleurs, ou qui étaient soumis à des puissances étrangères, c'était très compliqué. Néanmoins, l'actuel, là, fait du boulot. Contrairement à certains qui étaient avant. Et en fait, le véritable problème, c'est l'aide humanitaire. Parce que l'ONU a peint le Yémen comme la pire crise humanitaire au monde. Pour trouver les déclarations facilement, il faut des dons, etc. Donc, t'as les gouvernements du monde entier qui font des dons. Et autres. Je vais te poser une question maintenant, une petite devinette. Entre 2019 et 2021, combien World Food Programme, qui est le programme alimentaire mondial, a obtenu de donations pour le Yémen d'après toi? Je vais te donner un indice. Pour l'Irak et la Syrie, je crois que la Syrie, c'est à peu près 400 ou 600 millions, et l'Irak, ça doit être à peine plus. D'après toi, combien, entre 2019 et 2021, il y a eu de donations pour le Yémen? Je dirais que le chiffre doit être assez exceptionnel, au-delà peut-être même du milliard de dollars, mais que ça n'a rien changé dans les faits, non? 3,2 milliards de dollars. C'est le plus gros programme alimentaire de l'ONU. C'était le Yémen. En même temps, pareil. Sans Al-Qaïda, pas de subvention. Mais sans famine, pas de dons. Il faut faire pleurer les gens. Autrement, tu vas pas donner de l'argent. Donc, on va accentuer, donc, par des sources internes qu'on a, l'ONU a marketé la famine au Yémen, qui existe, attention, dans des coins. Mais en gros, on a marketé avec, évidemment, des photos d'enfants et de femmes. Tu remarqueras, d'ailleurs, j'adore, dans toutes les guerres du monde, tu remarqueras que les mecs, ils parlent toujours des femmes et des enfants. Mais on tue les femmes et les enfants. Ouais. C'est vraiment l'argument, mais c'est génial, c'est toujours le même truc. Donc, l'ONU, ils sont dans le même genre. Donc, tu te dis, avec 3 milliards, tu peux faire quand même 2-3 trucs, quand même. Bon. J'en parle à des économistes yéménites, Majd Ibrahim et d'autres. Avec ce prix-là, selon les économistes sérieux yéménites, tu règles le problème de malnutrition. Et tu peux construire plein d'autres choses. Le problème étant que déjà, c'est très mal foutu World Food Programme parce que les économistes yéménites reprochent notamment à l'ONU d'avoir laissé couler et d'évaluer la monnaie. Parce que là, dans la logique, tu as tout ça. Pourquoi tu ne vas pas faire justement un programme d'aide? Parce que le Yémen a des terres fertiles. Le Yémen, c'est historiquement l'Arabie fertile. Pourquoi tu vas pas justement mettre dans l'agriculture pour justement récupérer et ensuite les denrées pour les gens? Non, parce qu'en fait, tout est importé. Notamment depuis Turquie par bateau, déjà, ça coûte un pognon fou. Et surtout, en termes économiques, c'est zéro pour le pays. En fait, tu laisses juste les gens dans une situation de dépendance. C'est comme le proverbe quand j'étais petit, on me disait, c'est le mec qui, tu dis que t'as faim, il te donne un poisson, mais tu iras pas loin, tandis que si l'autre, il t'a pêché, tu seras tranquille. Là, c'est exactement la même situation. En fait, on laisse les gens dans une situation de dépendance. Ce qui était horrible et ce qui était très mal vu par les Yéménites, c'est que souvent ces agences-là et d'autres ONG faisaient des photos, tu vois, pour montrer, regardez comme on est bien. Alors, tu sais, j'ai du mal à photographier la misère du monde, tu vois. Je pense qu'honnêtement, il faut pas avoir de face. Donc, tu te dis quand même, c'est bon. Et le véritable problème qu'on a, et qu'on prouve dans le livre, avec tous les partis politiques, se sont plaints, il y a eu des millions de tonnes, je le répète, des centaines de millions de tonnes de nourriture jetées. Parce que périmée, parce que impropre à la consommation, parce qu'ils avaient oublié la date de péremption, parce qu'il y a eu des problèmes au niveau du port, parce qu'il y a eu des problèmes dans les entrepôts. Alors, il y a des partenaires locaux qui sont mis plein les poches, notamment sur les entrepôts, pour les trucs de conservation et tout, et puis aussi parce que c'était très mal fait. Tu revois les dons de World Food Programme, tu les retrouves vendus au marché au noir. Alors qu'à la base, ça devait arriver pour les gens. Dans la région de Hadramout, dans le centre, il y a des gens qui ont été empoisonnés à cause de l'huile. L'huile était impropre à la consommation. Tu as des gens qui ont failli rester. Tu as de la nourriture pour enfants, des barres de céréales avec des vis et des bouts d'ongles dedans. Et de la moisissure. Tu as eu pour te donner la méchanceté de ces gens-là, parce que c'est de la méchanceté. Tu as des gens, ils mouraient tellement de faim qu'ils ont essayé de pénétrer un entrepôt de l'ONU pour récupérer. Parce que quand ils sont arrivés, ils ont senti une odeur de puanteur terrible. Non. En fait, tout était pourri. Les mecs ont brûlé la bouffe devant eux, et derrière, on dit, vous avez fait ça, sanction, plus de nourriture pour personne. Alors, dans le Nord, la plupart des food baskets, on les appelle les paniers de nourriture, ont servi aux miliciens, sauf servir pour les civils. Ils avaient des outils. Et j'ai obtenu des factures. Sache que World Food Programme a facturé, il y a une facture qui est exceptionnelle, 1,2 million de dollars de frais d'internet. Alors, je savais pas qu'un programme alimentaire a besoin d'une telle connexion, tu vois. Donc là, on est au-delà du braquage. Ouais. T'en veux d'autres? L'inspection des fraudes yéménites. Ils ont fait des rapports en disant, mais ça, vous pouvez notamment de la nourriture pour bébés, qui a été jugée impropre à la consommation. J'ai les rapports. Des mecs de l'ONU ont corrompu une partie du gouvernement pour faire passer les chargements. On est dans un braquage inimaginable. Il y a une caisse noire en même temps, qu'on nous explique en interne, où des gens s'en mettent plein les poches. Dans le même temps, les gens de l'ONU qui sont là-bas, alors je peux te dire, il y en a, ils mettaient des annonces pour des gens pour garder leurs chiens, pour machin, ils prenaient des salaires de fous. Après, c'est vrai, c'est un terrain de guerre, je peux comprendre, mais
En fait, tout l'argent des donations est passé là-dedans. Et je le répète, des dizaines et des centaines de millions de tonnes jetées. Et après, on te dit, ah, le Yémen meurt de faim. Oui, le Yémen meurt de faim aussi parce que vous faites un job terrible. Et tu te dis, on peut pas tomber plus bas. Mais si! L'envoyé spécial de l'ONU à l'époque, c'est Martin Griffiths, un ancien Britannique. Le mec a obtenu une promotion derrière. Il est aujourd'hui le chef de l'humanitaire de l'ONU. Tatatatam, tatam! Mais oui, mais c'est magnifique. Donc, dans un monde normal, et c'est pour ça que ça m'énerve et que je pense que c'est important que les gens en parlent et lisent ce livre pour vraiment comprendre ça, c'est que si on fait pas parler de ça, bah, le mec va rester. Parce que c'est l'impunité. Et aujourd'hui, vu qu'il y a un silence médiatique assourdissant, que je dois avoir la peste et le choléra, visiblement, et bah, ça va rester comme ça. Oui, parce que c'est une chose de dire l'ONU c'est corrompu. C'est autre chose d'arriver avec un dossier complet, montrant par A plus B un truc qui est immonde et qui là doit aujourd'hui servir parce que là on parle quand même potentiellement de sauver des vies humaines en fait. Et je vais aller plus loin. T'as un autre programme, FAO je crois que ça s'appelle en anglais, c'est le programme d'agriculture. Ils ont obtenu 7,999 millions, donc quasiment 8, du gouvernement japonais pour un programme au Yémen pour insérer du bétail, etc., dans les zones rurales et tout. Sur l'idée, c'est pas mal, tu vois, avec les partenaires locaux et tout ça. Donc, il y a 1500 têtes de bétail qui arrivent notamment dans un village. Ouais. Mais en fait, les chèvres, quand les gens commencent à les voir, ils disent, putain, elles sont vieilles, elles puent, elles ont un sale aspect. Quelques jours plus tard, il y en a qui meurent. Moi, c'est inquiet. Et puis, en fait, il s'avérait que les chèvres étaient malades. Elles ont tué les 2 tiers des troupeaux déjà là. Donc, au lieu d'aider, au final, ça reste. Mais on est tranquille parce que t'as le gouvernement yéménite bien corrompu qui publie un rapport qui dit non, etc. Sauf que nous, on a obtenu les témoignages des gens, les rapports du vétérinaire indépendant et d'autres personnes qui sont venues sur place. En fait, notamment, t'as une période de quarantaine à respecter avant que le bétail puisse y aller, plus des vaccins. Les vaccins n'ont pas été administrés. La période de quarantaine n'a pas été administrée. Et en fait, il y a une histoire de corruption au moment de l'achat des chèvres. Donc, au lieu d'aider les gens à pouvoir se sustenter de manière durable de par plus de bétail, on a tué les 2 tiers des troupeaux qui existaient déjà. Aucune excuse, rien. C'est une honte. Tu sais, on m'a donné toutes les photos des chèvres mortes. Ouais. Et tu vois, à côté, les vaccins qui n'ont pas été utilisés et tout. Tu dis, donc, le gouvernement japonais a donné 8 millions quasiment pour ça. Et les mecs ont fait ça. Des crimes. C'est criminel. Ah bah là, oui, non, mais FAO, ça s'appelle le programme. Ouais, et ça a été dénoncé par certains yéménites, tu vois, dont on parle, avec qui j'ai collaboré sur ça. Et c'est pour ça que ça m'énerve que le livre, pour le moment, il y a personne qui en parle, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais ok, c'est le Yémen, c'est loin, c'est tout ça. Mais en fait, c'est tout le programme de l'ONU d'alimentaire qu'on peut changer, si on en parle. Et je pense qu'on arriverait à faire bloc, à faire vraiment sortir ça de partout, si les gens commencent à gueuler, parce que, en fait, c'est juste une question d'image, hein. Au moment où ça va sortir, t'inquiète pas qu'ils vont changer, hein. Ils vont faire attention. Oui, tant qu'on ne dit rien, on va tuer des gens ici et là. Ce que tu révèles sur le Yémen. Absolument, mais ce que tu révèles sur le Yémen, alors bien sûr, toutes les situations sont différentes, mais ça éclaire aussi sur la marche du monde, ce qu'on peut voir sur d'autres terrains aujourd'hui de combat, ce qui est le cas avec l'Ukraine, le positionnement de ces ONG, l'Ukraine ou ailleurs d'ailleurs, le positionnement de ces ONG peut parfois être remis en question et doit l'être, mais est-ce que quand même sur le terrain, tu as des activistes, des militants, d'autres ONG qui arrivent quand même à faire le taf? Ah, il y en a des biens, hein. Tout ça, ouais, c'est pas. Ouais, il y a des biens, il y a des gens qui yéménites très bien, mais pareil, l'ONU voulait pas en financer certaines. En fait, tu as notamment Nadwa Dassari, D-A-W-S-A-R-I, qui en parle. T'as des ONG très bien, mais le problème, c'est qu'elles manquent de financement, parce que, en fait, ces ONG, elles sont performantes parce qu'elles sont vraiment sur les dynamiques locales. Il faut comprendre que le Yémen, c'est un peu compliqué. Il y a un côté tribal, il y a plein de composants dans la société yéménite. Mais il faut vraiment être sur du local, vraiment sur du détail. Vous avez essayé des financements, par exemple, ces ONG-là n'ont pas trop. Ouais. Après, tu as aussi un autre problème. Alors là, je ne sais pas de qui il s'agit, mais actuellement, dans le nord du Yémen, t'as pas beaucoup d'occidentaux, tu vois. Vu que c'est dominé par les Houthis, qui ont quand même un slogan « Mort aux États-Unis, mort à Israël, malédiction aux Juifs et vive l'islam », et gloire à l'islam. Tout un programme. Je pas persuadé que ça passe aux Nations Unies. Mais mais le pire, c'est qu'en plus, ça aussi super ironique, les mecs, c'est quand même historiquement sur le nord du Yémen, là où a grandi l'une des plus vieilles communautés juives au monde. Mais en fait, quand ils disent malédiction juive, ils parlent surtout des Israéliens. Bon, bref. En tout cas, les Occidentaux, alors après, ça dépend avec les Occidentaux qui y vont, parce qu'en fait, ils vont dans le narratif Houthi. Bon, après, c'est un narratif comme un autre. J'ai envie de leur dire, le narratif Houthi, c'est surtout un narratif de je m'en mets plein les poches. Parce que c'est très ironique pour des gens qui ont une telle haine vis-à-vis d'Israël, et donc du peuple élu. Ils ont fait instaurer une taxe, parce que eux-mêmes se disent descendants du prophète Mahomet, ce sont des Hachimites ou des Sada, comme on dit là-bas,
Donc si tu ne l'es pas, tu dois donner une taxe. Ouais. J'ai presque envie de dire qu'ils reproduisent un peu quand même, ils se considèrent eux-mêmes comme le peuple élu. Je trouve ça quand même très ironique. Donc, bon, après, juste c'était une parenthèse, mais en fait, eux, alors ils sont accusés par la communauté internationale par pique-pendre, hein, et t'as plein de médias aussi qui vont leur chier à la gueule tous les jours, pour des choses qu'ils commettent, d'autres qui ne commettent pas forcément. Alors, honnêtement, au Yémen, je pense pas qu'il y a beaucoup de gentils partis actuellement. Hmm. Mais en fait, ils ont fait installer un réseau de prostitution pour faire chanter les gens. L'ancien président, mon cher Ali Abdullah Saleh, il avait fait ça, mais lui, il faisait des vrais prostituées quand même. Et vu qu'ils sont allés à la bonne école de Saleh, ils ont reproduit les méthodes, mais ils ont fait un peu différemment. Donc en fait, ils ont emprisonné des femmes en leur donnant le choix. Soit tu te prostitues, soit en fait, tu te fais prostituer pour te faire chanter des gens. Hmm. Et Boutaïna, exceptionnel d'ailleurs, on a obtenu, enfin surtout elle, hein, c'est pas moi là, des témoignages de femmes qui ont connu ça, qui ont expliqué qu'en gros, elles ont été amenées dans certaines locations, et c'était des hommes blancs. Alors je pense pas qu'il y a beaucoup d'hommes blancs à Sanaa actuellement. Donc la question, à qui recevaient ces prostituées forcées? Je t'en donne une autre. Il y a des associations de femmes à Sanaa, l'une de mes sources, et je vois pas pourquoi cette femme aurait menti, si tu veux. Une espèce de réunion, c'est un peu comme les alcooliques anonymes, sauf que là, c'est un groupe de femmes. Il y en a une qui tombe en pleurs. Déjà, il n'y a pas de ma caméra, il n'y a rien. Et elle explique qu'en gros, elle a été violée par justement un occidental. On l'a emmenée de force et tout. Et on a regroupé, oui, sauf qu'on ne sait pas qui il s'agit. Ce qui est certain, c'est que tu as un réseau de prostitution dans le nord du Yémen, donc dans la capitale Sanaa, et que tu as des cadeaux, des offrandes à certains occidentaux. Parce qu'il n'y a pas 50 000 occidentaux qui travaillent actuellement au nord du Yémen. Ouais. Donc, qui sait? Je ne pourrais pas te dire. Et donc, on l'a eu par Boutaïna qui a eu les témoignages là-dessus, et moi par cette association-là. Ce qui fait qu'on a regroupé, et là, aujourd'hui, je suis incapable de te dire qui a ça. Mais en tout cas, ils ont réussi, les outils, à faire chanter beaucoup de gens grâce à un réseau de prostitution. C'est assez terrible et sur des maillons effectivement différents que tu évoques avec nous depuis tout à l'heure. C'est un, comment dire, un portrait que tu dépeins qui est assez sidérant et on imagine qu'il y a énormément d'autres révélations dans La CIA, ton livre. La CIA aussi, ouais. Oui, bah, combien la CIA a tué d'innocents dans sa lutte contre le terrorisme? Ouais. Il y a un chapitre qu'on appelle les larmes de la mariée, comment la CIA, en fait, ils sont plantés, ils ont flingué un mariage. En fait, tu as un mariage, t'as 3-4 voitures, je crois, de Jeep, qui vont monter au village du marié, toujours, attaqués d'un coup par des missiles Hellfire, donc c'est des missiles anti-chars, tirés par drone. En fait, ils se sont plantés, ils ont truc avec des mecs d'Al-Qaïda. Alors, la seule province de Al-Baïda, dans un district de Al-Baïda qui est au centre du Yémen, entre 2002 et aujourd'hui, t'as 56 innocents qui sont morts des frappes de la CIA. Pas de procès, rien. Qu'est-ce que je te dis? Ouais. Mais bon, c'est là où les Américains ils sont forts parce que dans la guerre du Golfe, ils avaient inventé cette expression, c'est le dommage collatéral. Oui, la fameuse. Le dommage collatéral, en fait, c'est des femmes, c'est des mariés. Alors, elle est pas morte, la mariée, pour le coup, mais ces gens de sa famille sont morts, tout. Ils ont fait une erreur, ils ont eu un jeune berger de 13 ans qui a aidé son père. Ils sont ratés. Missile Hellfire sur la tête du gamin de 13 ans. Ouais. Pas de procès, rien. Okay. Mais bon, ça va, c'est des Yéménites, hein, c'est pas grave. Ouais, c'est clair. En fait, applique le double standard à d'autres conflits. Ouais. Parce que ça, c'est un acte de terrorisme, en fait. Quand t'envoies un missile anti-char sur la gueule d'un gamin de 13 ans parce que tu t'es planté, mais que tu t'es planté ou pas, le gamin, il a été calciné sur le coup. Et ses moutons aussi, d'ailleurs. Et je te parle pas des crimes commis par la coalition arabe, l'Arabie Saoudite et les Émirats. Pareil, on a attaqué toutes les infrastructures yéménites, plein d'innocents. Ils s'en sont même prêts à l'école équestre. Donc les mecs qui donnaient à manger aux chevaux, ils sont morts. Donc on parle d'eux, etc. Et tout. Tu imagines la cruauté, sachant qu'il y a une tradition plus du cheval au Yémen, mais qu'il ne reste plus tellement, etc. Et du pur sang arabe. Ils ont tué les chevaux. On a envoyé des sacs de missiles sur des chevaux et les écuyers. Il y a un niveau de violence qui est sidérant et qui est complètement passé sous silence. Et heureusement qu'il y a ce livre que tu proposes, cher Romain. On est ensemble depuis bientôt 1 heure.
Déjà, un immense merci Ouais. pour tout ce que tu viens de nous dire, de nous révéler. Le rendez-vous est pris, c'est en librairie, les amis. Filez en librairie, voilà, on le remontre à Bon, l'écran. Le lien de la page, donc la maison d'édition avec Suivi Édition, est dans la description de la vidéo si vous voulez regarder. Et aussi, tu pourras rajouter la version électronique qui est disponible sur les sites, etc., pour ceux qui veulent. Non, vraiment, je le dis, je le fais jamais, là, mais c'est pas le temps qu'on y a mis. J'ai jamais travaillé autant de ma vie avec Boutaina. C'est que je pense que ça dépasse le Yémen et pour comprendre le Moyen-Orient et un peu le monde aussi. Parce que nous, on n'est pas biaisés, si tu veux. Moi, je suis ni d'un côté ni de l'autre. J'ai refusé d'aller au Yémen. Parce que j'ai été invité par toutes les parties. Ça m'intéresse pas d'y aller. Ouais. Si j'y vais avec mon argent. Sauf que tu dois être contrôlé par des milices, etc., qui vont te montrer ce qu'elles veulent, ça m'intéresse pas. On avait Boutaina, les Yéménites. Donc, entre guillemets, on l'a fait à deux, j'ai pas eu le temps d'y aller. Mais en fait, c'est une info qui est libre, qui est indépendante. Il n'y a pas de parti pris. On a interrogé toutes les parties. Pour te dire, on a même eu des anciens Al-Qaïda. Pas moi qui les ai eus, c'est. Ouais. Et c'est là où j'ai compris, en fait, Al-Qaïda, je ne savais pas trop ça au début. En fait, c'est surtout des mercenaires aujourd'hui. Les idéologues d'Al-Qaïda, soit ils sont retirés, soit ils sont morts. La nouvelle génération, t'en as qui sont toujours dans l'idéologie. Au Yémen, t'en as beaucoup, ils le font pour l'argent. Il y en a, il nous a dit, mais pourquoi j'ai rejoint Al-Qaïda? Parce qu'ils payaient mieux. Mec, il est pas du tout. Donc, si tu veux, il y a plein de choses aussi comme ça, et je pense que ça pourrait intéresser parce qu'on a vraiment essayé d'humaniser ça. T'as aussi l'histoire de foot au milieu. Comment une coupe de foot va changer la perception de la communauté internationale sur le Yémen, par exemple, en 2010. T'as l'histoire du champion de Kung-Fu, ça commence comme ça, sa terrible mort, qui un peu symbolise cette guerre-là. Et voilà, c'est pas un livre type Wikipédia ou non, c'est que du contenu exclusif avec plein d'entretiens pour essayer de mettre de la vie, quoi. Tu vois, Fabien, qui est l'éditeur, m'a dit, on a presque l'impression que c'est un thriller, voilà, que c'est un roman, quoi. Enfin, qu'en fait, c'est qu'avec du vrai, quoi. Et en plus, c'est doublement un plaisir et un honneur de t'avoir sur Juste Milieu parce que on se plaint beaucoup sur la disparition du travail d'investigation et là, on a vraiment une somme brute de journalisme d'investigation, ce qui manque cruellement. Donc, il faut voilà, encourager absolument. Donc, c'est un plaisir de pouvoir en parler sur Juste Milieu. Donc, on le redit, Yémen, les guerres des bonnes affaires, Al-Qaïda, Total, ONU, pillage organisé chez Exuvi Édition. Le lien dans la description de la vidéo pour la version numérique. Et sinon, on va aider nos amis libraires, ça fait plaisir. On commande, on attend impatiemment quelques petits jours. Et puis, c'est que du plaisir. Voilà. Cher Romain, un immense merci encore pour cet échange. Et... À toi, merci parce que je te dis, tu es le premier, je n'oublierai pas. Et puis en plus, c'est toujours très sympa. Donc, merci à toi et à tous tes auditeurs, parce qu'en plus, j'ai l'impression que tu as des gens très bienveillants qui t'écoutent. Donc, je ne suis pas étonné, te connaissant. une communauté, une grande famille tout à fait sympathique. Merci beaucoup, cher Romain. On se retrouvera sûrement sur Juste Milieu pour un nouvel ouvrage, de nouvelles révélations. On l'espère, des suites, hein, que ton nouveau livre puisse sortir vraiment cette affaire, qu'on puisse en parler autant que possible. Affaire à suivre. Chers amis, merci beaucoup d'avoir assisté à cet entretien. On le redit, rendez-vous en librairie, c'est fait. Tout est en description, c'est organisé, on l'a dit, on le répète. Merci beaucoup, on se retrouve très vite. Merci Romain, à bientôt.